Bon, dites donc, Jon Snow, arrête de t'accaparer les meilleures scènes de bataille. C'est un épisode vraiment coupé en deux. C'est-à-dire qu'on va voir une première moitié typique d'un épisode quelconque où on a énormément d'arcs qui se font en parallèle et une deuxième moitié où on se centrera totalement sur Jon Snow et la suite de son plan. On sent vraiment que plus ça va, plus Jon Snow doit être mis en avant parce qu'il faut mettre en avant de plus en plus le conflit avec les marcheurs blancs et c'est un peu le seul qui s'en préoccupe. Donc, plus ça va, plus Jon Snow est mis en avant. Et ça me déplaît pas, j'aime bien Jon Snow une fois de plus. En tout cas, donc avant ça, on va avoir pas mal de scènes, déjà autour de Daenerys et de Tyrion après ce qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant qu'il s'est présenté à Daenerys, il fait un petit peu son plaidoyer pour se présenter et pouvoir la convaincre qu'il pourrait la conseiller afin de mieux régner sur Westeros par la suite. Alors, il présente bien son cas, il arrive à bien se défendre, et après ça, Daenerys lui demande « Qu'est-ce que vous me conseilleriez, typiquement, vous, concernant Jorah ?» Je lui ai dit que s'il revenait chez moi, je le tuerais, et une reine doit tenir sa parole, et donc il arrive un peu à la convaincre que, quand même, il a fait énormément de choses pour elle, mais que... il faudrait pas non plus qu'elle aille jusqu'à lui pardonner et à l'accepter auprès d'elle, donc faudrait remettre la situation comme elle l'était la saison précédente, c'est-à-dire tu le vires de ta ville, quoi. Et elle le fait. Donc ok, je t'avais dit de plus revenir, t'es revenu, bah je te vire et tu reviens plus cette fois, hein. C'est juré, et il compte revenir. Donc... j'en sais rien. Est-ce que c'est histoire de montrer les tentatives désespérées d'un homme qui n'a que ça pour lui, c'est-à-dire que la seule chose qui l'intéresse, qui l'importe, c'est Daenerys et donc il voudra aller jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, il finira par crever dans son désespoir de vouloir la revoir. Parce que ce serait déprimant une fois de plus. Mais bon, on a après ça une scène entre Tyrion et Daenerys qui est forte. Je le reconnais, elle est très forte cette scène-là, où chacun raconte un petit peu son passif et tout. Et ça fait plaisir de voir un personnage qui n'était pas du tout impliqué avec Daenerys enfin avoir une conversation, un lien avec elle. Là, c'était mis en place au début de cette saison. Maintenant, c'est clair et net, c'est bien appuyé et tout. Et oui, on voit que chacun a des intentions nobles. Tyrion qui a une meilleure connaissance de la chose et qu'ils discutent vraiment en connaissance de ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vu. Et Tyrion qui commence un petit peu à comprendre pourquoi Varys voulait aider Daenerys et Daenerys qui comprend un petit peu l'intérêt que peut avoir Tyrion et pourquoi ce serait pas plus mal de l'avoir comme conseiller. Il y a une fois de plus que j'aime beaucoup le principe de conversation naturelle qui passe nickel. Ce qu'ils font en gros dans cette conversation, c'est une fois de plus pas mal de rappel et un peu d'exposition par rapport à leur situation, ce qu'ils ont vécu, etc. Mais à nouveau, c'est écrit avec une grande efficacité, un vrai naturel, les acteurs le font très bien passer. Voilà, donc ça se termine plus ou moins là pour Daenerys. On verra donc Jorah, je ne vais pas parler en détail, ce qu'il veut faire, se repointer devant le maître qu'il a acheté, en dépit du fait qu'il est censé être libre, pour participer aux arènes en tant que grand guerrier là et pouvoir revoir rapidement Daenerys. Je sais pas si elle va bien le prendre ça, mais bon, on verra un peu. Je sais pas, je sens vraiment mal pour son futur à lui, tandis que ouais, son infection, elle se propage à vitesse très lente, semble-t-il. C'est un truc qui met un peu de temps à se faire. Ensuite, on a quelques petites scènes autour de Cersei qui est captive de la foi militante et qui leur en veut un petit peu parce que c'est elle qui les a aidés à se lever. Et donc il y a Qyburn qui vient la voir rapidement pour faire le point de la situation. Tommen, il est trop apeuré pour faire quoi que ce soit, il a perdu l'appétit, tout ça, et il ose rien foutre. Ok, donc ça va être le roi lâche ou une connerie comme ça. Le roi qui chie dans son froc, ça va être son surnom à Tommen, semble-t-il. Et ouais, il lui apprend aussi que son oncle, donc l'oncle qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, a été nommé main
du roi, donc c'est plus ou moins lui qui va diriger un peu les choses. Est-ce qu'il va vraiment avoir de l'importance celui-là? Et sinon, ce qu'on a, c'est que on met en avant que le procès va bientôt commencer, donc j'imagine que ce sera l'épisode suivant, ça, et qu'elle est un peu maltraitée par la femme qui s'occupe d'elle, parce qu'elle veut la forcer à avouer ses crimes qui sont vrais, hein, c'est-à-dire inceste, adultère, tout ça, c'est totalement vrai, et donc, ce qu'elle fait, c'est, ouais, j'aurais pu te promettre de l'argent, mais je te promets, mon visage sera la dernière chose que tu verras avant de crever, salope. Alors, est-ce que ce sera vrai ou pas? Est-ce qu'elle va tenir sa promesse? Parce que Lannister paye toujours ses dettes, comme on dit. Ça fait un petit moment qu'on le dit plus, mais ça a toujours été leur devise, ça n'a pas changé, je pense. On a un petit passage du côté d'Arya que j'ai failli oublier tellement je le trouve assez peu conséquent, mais ça m'est revenu un petit peu en tête, où elle a enfin trouvé sa nouvelle identité. Elle se fait appeler Lana maintenant, et c'est une vendeuse de fruits de mer. Ambulante, quoi. Elle a un petit chariot de fruits de mer qu'elle vend dans les rues. Et il y a Jaqen qui lui demande d'observer ce qui se passe du côté du port, sous sa nouvelle identité. Et donc, oui, elle vient observer. Il y a un mec qui fait des trucs un peu louches. Donc, elle rapporte ça à Jaqen, qui lui dit que ouais, c'est un parieur qui a parié sur certains trucs. J'avoue que j'ai pas suivi ça en détail. J'ai du mal à saisir exactement ce que c'est le type, quoi. Il a parié qu'un certain navire viendrait, mais ça lui apporterait pas du bien, ou un truc comme ça. Sauf si il ne respecte pas son pari. Je pige vraiment pas le délire, quoi. Ça doit être moi qui n'ai pas fait gaffe à certains détails, mais j'avoue que j'ai pas trop saisi ce que signifiait cette mission, techniquement. Mais bon, il parle d'un bateau qui va pas tarder à venir. Est-ce que ça doit être donc le père Tyrell et donc le mec, le chef de la garde qui a donc tué Silvio Forel? Et est-ce que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est ça, la confronter à cette personne et qui représente quelque chose d'assez fort pour elle, de façon à voir si elle va tenir le coup en gardant son identité ou si elle va totalement lâcher la chose et le buter, le mec? Sans doute, ça doit être ça, hein, j'imagine. Mais bon, la façon dont c'est présenté, j'avoue que j'ai du mal à le saisir, ce qu'il voulait dire avec cette espèce de parieur, etc. Et voilà, donc c'est une espèce de test qu'il veut lui faire passer, Jaqen. Semble-t-il, hein, il me semble que c'est ça. Après, je vous cache pas que... Ça doit pas grandement marquer ces détails-là, hein. Après, il nous reste plus qu'à voir du côté de Winterfell, où... Donc Sansa en veut à Théon de l'avoir complètement mouchardé, sachant que Théon dit que de toute façon on peut pas échapper au maître, le maître et c'est tout, et il peut vous torturer pour ce que vous faites. Et j'adore la façon dont il essaye de justifier Théon, alias Schling, en disant mais s'il avait su que vous le trahissiez, il vous aurait fait souffrir, sachant que en lui avouant la vérité qu'elle comptait le trahir, techniquement, il devrait déjà avoir une justification pour la faire souffrir. Mais apparemment non, ça suffit pas. Hein, si il avait pris la main dans le sac en faisant un peu plus que ça, peut-être qu'elle aurait été martyrisée comme l'avait été Théon, mais non. C'est un peu bizarre la façon dont c'est dit ça. Hein. Enfin bref, ouais, Sansa essaye une fois de plus de lui rejeter la faute et ouais, elle lui avait fait un peu confiance mais maintenant elle le méprise comme avant et c'est là qu'après un peu de discussion houleuse où elle le traite de tous les noms, il laisse échapper le fait qu'il n'a pas tué Bran et son petit frère et qu'il a tué des enfants, d'autres enfants à la place. Donc Sansa apprend ça maintenant. Comment elle va réagir à ça? Comment elle va jongler avec ça? Je ne sais pas trop. Alors à côté de ça, on a un petit conseil de guerre entre Ramsay et son père Bolton. Et ouais, Bolton dit, ouais, l'armée de Stannis arrive avec ses 6000 hommes, 6000 seulement à nouveau, j'ai du mal à voir comment il a pu mettre en déroute toute l'armée de Mance, même s'ils n'étaient pas tous là ensemble, mais ils devaient être quand même assez nombreux, puisque c'est quand même par là qu'il était censé passer, merde. Avec ça, une telle facilité, alors qu'il avait 6000 hommes, quoi, mais bon. Ok, j'ai plus m'étendre là-dessus, ça ira. Dernière fois que je fais un commentaire là-dessus, et
Et Bolton conseille d'attendre profitant donc de leur position défensive, tandis que Ramsay dit et si on allait les combattre direct, faisons-les bouffer par les corbeaux sous nos terres. Et Bolton dit attends, c'est quand même pas avisé de se mettre en avant tous alors qu'on a la position défensive. Et Ramsay dit attendez, j'ai pas besoin d'énormément d'hommes, j'en ai juste besoin d'une vingtaine pour arriver à mes fins. Donc j'imagine que c'est une connerie comme empoisonner leur nourriture ou un truc comme ça. Ça va être un truc de ce genre-là. Un truc très vicelard à la Ramsay, évidemment. Ça va pas plus loin pour l'instant, mais j'imagine que ça va amorcer quelque chose dans le conflit. J'ai le sentiment que ça va pas se résoudre tout de suite, qu'il va falloir attendre la saison 6 pour avoir une conclusion de ce conflit-là. Ou je sais pas, peut-être qu'il y en aura une conclusion. Peut-être que dans l'épisode qui viendra, on va avoir quelque chose par rapport à ça. En tout cas, tout ça, c'était la première moitié. Et la seconde moitié se centrera donc sur Jon Snow. Et donc sa mission pacifique pour rallier le peuple libre. Donc il y a une petite scène au début entre Sam et Olly, donc Sam qui vient de se faire tabasser par d'autres gardes, je rappelle, et Olly qui vient le voir pour lui apporter à manger parce que bon, il est un peu conciliant avec lui, mais qui demande à Sam pourquoi Jon Snow fait ça alors que ils sont responsables, ces gens-là, de la mort d'un village tout entier. C'est pas juste des raisons de guerre, ils ont sciemment tué des gens innocents qui ne leur voulaient rien. Et Sam lui répond que oui, on est dans une situation où il faut faire des choix, où prendre la décision juste revient à passer outre ses griefs, aussi forts soient-ils. C'est assez fort, une fois de plus, de montrer ça. Et Sam dit, ne t'en fais pas pour Jon, j'ai toujours eu peur pour lui, mais il revient toujours. Et ça amène au gros segment entre Jon et les autres. Excusez-moi, je suis... Voilà, Jon arrive enfin dans le camp des sauvageons, hein, qui donc sont peuplés d'à peu près tout le monde cette fois. Ou alors vous allez me dire que c'est juste une partie du peuple sauvageon une fois de plus. Allez savoir. En tout cas, il vient voir un petit peu les représentants alors que les gens du coin sont pas super confiants, c'était un petit peu logique. Il y a Tormund qui vraiment entre dans le jeu, qui a vraiment compris ses intentions et l'honnêteté derrière. Donc il dit ouais, la meilleure solution c'est vraiment de nous allier à eux pour pouvoir passer les portes et pouvoir combattre les marcheurs blancs ensemble, parce que si on reste dans notre coin en restant en guerre contre eux, on va crever comme des merdes. Et voilà, c'est très intéressant. Un passage que j'ai trouvé très fort là-dedans, où Jon Snow essaye vraiment de rallier ces gens en disant « Je sais qu'on a un passif, je sais qu'on risque difficilement de devenir amis du jour au lendemain, mais on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de rester en guerre comme ça, et que pour le plus grand bien de tous, c'est mieux de faire une alliance. » En dépit du fait que oui, on est dans une situation où il faut apprendre à se faire confiance, quoi. C'est clair et net que si l'un veut trahir l'autre dans cette situation-là, eh ben ce sera la merde pour l'autre. Et c'est très fort là-dessus, il y a beaucoup de débats, et c'est vrai que c'est une situation difficile à gérer. J'apprécie beaucoup ça, quoi. Ça appuie bien le fait qu'il y a certains qui ont l'air d'être prêts à accepter ce vers quoi veut partir Jon et Tormund qui le suit, et d'autres qui se disent merde, on emmerde ces gens-là, des Ten surtout. Il y a le représentant, le nouveau représentant des Ten, et tout le monde dit ah merde, ils sont chiants ces Ten. Personne n'aime les Ten, c'est un petit peu compréhensible hein, vu ce qu'ils sont. Mais ouais, c'est assez fort, mais il arrive quand même à en convaincre une partie de partir en bateau vers la porte, vers la grande porte, et c'était un moment assez fort. Et c'est là que, alors, manque de bol, gros manque de bol, les marcheurs blancs attaquent. Hein, il y a une espèce de brume, ils ont leur brume magique avec eux, et cette brume leur permet de faire apparaître leurs zombies et squelettes. Et donc, c'est la grande bataille du Nord, partie 2, où donc nos sauvageons essayent de se défendre contre cette attaque-là qui tombe vraiment mal. Hein. J'ai un sentiment, peut-être que les marcheurs blancs ont fait un petit peu gaffe au déplacement de Jon Snow, ils ont vu qu'il y avait une alliance qui semblait se faire, et que s'ils agissaient pas tout de suite, ils pourraient pas profiter de la situation, et donc ils ont dit tiens, on va les attaquer maintenant tant que on peut en profiter.
Sans doute, ou alors c'est vraiment une grosse putain de coïncidence qui n'aide vraiment pas, hein, ça tombe vraiment mal. Donc voilà, et c'est à nouveau une grande bataille très forte où il y en a certains qui essayent de se barrer, Jon Snow qui se rend compte qu'ils doivent un peu protéger le coin pour que certains puissent partir sur les barques, donc vas-y qu'ils se battent contre cette armée de morts. Et ouais, un truc que je regrette beaucoup là-dedans, c'est que ils ont introduit pas mal de nouveaux personnages là-dedans et ils crèvent tous en fait. Il y avait une espèce de femme guerrière qui avait l'air très sympathique, qui montrait un peu d'inquiétude pour les siens, etc. Et au bout du compte, elle finit par se faire tuer dans la bataille, alors qu'elle aurait pu être très intéressante à développer par la suite. Il y a donc le nouveau chef d'Éten qui montre quand même qu'il a un certain honneur, contrairement au précédent qui avait l'air d'être juste un connard fini. Lui, il montre qu'il a un certain honneur et ouais, lui, il finit par crever aussi. Et je crois qu'il y a seulement un géant dans les nouveaux personnages qui arrivent à les accompagner à la mer à la fin. Mais voilà, sinon c'est une grande scène d'action totale, globale, très forte, avec des personnages qu'on connaît moins. C'est pour ça que j'étais un peu moins pris dans cette bataille que dans la bataille de la saison 4, épisode 9. Et aussi parce que c'était un peu moins long, hein, c'était une moitié d'épisode, mais une moitié d'épisode très forte quand même. Cela dit, il y a des grands moments d'action. Il y a un passage où Jon Snow essaye de se confronter à un marcheur blanc et on montre à quel point ils sont super difficiles à battre en combat au corps à corps lorsqu'ils font gaffe. Ouais, parce qu'à nouveau, hein, s'il est mort le premier, c'est parce qu'il jugeait que Sam était une sombre merde qui valait pas la peine. Hein. Là, c'était pas le cas. Hein. Il s'est battu à fond, le gars, et c'était super violent. Hein, c'était super violent. Et c'est là qu'il découvre que son épée qui lui a été forgée spécialement suffit à lutter contre les marcheurs blancs. Alors, est-ce qu'elle a du ver dragon et il y a du ver dragon dessus ou quoi? Je ne sais pas trop, c'est un petit peu bizarre, je reconnais. Mais voilà, son épée arrive à lutter contre les armes des marcheurs blancs et il parvient même à en tuer un avec. Ah, après un combat très violent, hein, à nouveau, hein, c'est super fortiche, quoi. On sent la grande échelle, ils ont pas lésiné une seule seconde sur les moyens, c'était super bon. Oui, une fois de plus, je vous résume ça assez vite parce que y a pas grand chose à dire sur une grande bataille comme ça, quoi. C'est juste impressionnant à regarder. Moins fort qu'avant parce qu'il y a moins de personnages auxquels on est attaché, mais ça reste quand même super fort. Mais ouais, quoi, donc son arme a pas l'air d'être fait en verre dragon, donc il y a autre chose qui semble pouvoir tuer les marcheurs blancs, ou bien que ouais, ça faisait partie de l'acier pour cette arme, ou bien c'est une autre arme qu'il a trouvée, je sais pas, c'était un peu bizarre, j'ai pas très bien saisi la logique de la chose, peut-être l'expliqueront par la suite. En tout cas, ouais, quoi, en dépit du fait qu'ils se battent bien et tout le monde finit par être submergé et à la fin, il n'y a plus que Jon Snow, Tormund et son autre pote de la garde qui doit se barrer en radeau avec le géant qui les suit. Il arrive à s'en tirer, ce géant, donc c'est cool. Vous avez su garder un personnage qui est pas si facile que ça à incruster, c'est pas un acteur normal, c'est un géant, donc c'est plus difficile à mettre, mais c'est un personnage qui va rester normalement, et donc il se barre en voyant les marcheurs blancs dominer le coin. Il y a même leur représentant qui se présente à Jon Snow alors qu'il s'enfuit en barque en disant tu peux pas test. Ce passage-là était un petit peu drôle par rapport à la gestuelle, je trouve, mais quand même, ça montre à quel point c'est pas une menace de merde. Hein. Ils ont buté tout le monde, il y a les cadavres du champ de bataille qui se joignent à eux, qui apparemment donc peuvent se lever tout de suite quand les marcheurs blancs sont là, ils peuvent les faire lever tout de suite, les cadavres, quand les marcheurs blancs sont là, alors que quand ils sont pas là, ça attend un petit peu quelques heures le jour suivant. Et ouais, c'est très fort, hein. Ça montre la supériorité numérique des marcheurs blancs, la violence du combat, et quelle difficulté ce sera de lutter contre eux par la suite. Ça promet la grande confrontation finale avec eux, et ouais, c'était une bonne mise en bouche, un bon avant-goût de la chose. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Alors il y a quelques trucs qui sont un peu dispensables, qui s'oublient assez vite dans la première partie, mais globalement c'était quand même pas mal.
le petit développement sur Cersei, les conversations entre Tyrion et Daenerys, c'était bien foutu, je trouve, et toute la seconde moitié autour de Jon Snow était super forte, quoi. Ça continue très bien ce qu'il voulait entreprendre, les difficultés que ça impliquait et la force de caractère qu'il a de vouloir faire passer ça jusqu'au bout. Et le combat qui s'en est suivi était ça prenait aux tripes, et c'était excellent. Un très bon épisode. La prochaine fois, on va traiter de l'épisode 9 de cette saison, donc je m'attends à quelque chose d'assez intense en termes de mort choc. Je sens qu'on va avoir une mort choc d'un ou plusieurs personnages ultra importants. Alors sait-on jamais, est-ce que ça va être le grand combat entre Stannis et les Bolton? Peut-être que c'est là qu'on aura des morts chocs, ou bien peut-être que ce sera pour le procès de Cersei et compagnie, et où ils se feront tous buter. Si ça se trouve, ça va être ça les morts chocs, Cersei, Marjorie et Loras, ils vont tous se faire buter. J'essaye d'avoir de prévoir un petit peu ce qu'on aura, mais normalement, si ça suit le même pattern depuis le début, ça va être l'épisode mort choc qui va suivre. Et je suis impatient de voir, moyennement, mais on va dire quand même que je suis impatient de voir ce que ça va être. À bientôt pour l'épisode 9, bye.